Et à tous. Merci d'être présents sur ce troisième Parlons-en sur le thème du plurilinguisme. Il est organisé par la Coordination nationale des cités éducatives et avec l'ensemble du programme éducation de la direction de la politique de la ville de la NCT. Il a pour objectif de valoriser, de mettre en lumière des projets, des actions, des dispositifs émanant du territoire. Donc, celui-ci va se dérouler en trois pitchs de 15 minutes. Dans un premier temps, nous aurons l'association du Lala qui va présenter ses projets. Dans un deuxième temps, le deuxième quart d'heure, Cité éducative de Roubaix qui va nous mettre en avant son sas de parentalité, famille, primo-arrivant et allochtone. Et le troisième quart d'heure, ce sera des questions-réponses. Voilà. Donc, nous donnons la main à Madame Stevanato de Dulala pour nous présenter l'association, les actions qui sont mises qui sont sur le territoire. Bonjour à toutes et à tous et grand merci Madame Jantès pour cette invitation à présenter l'association du Lala et son travail également dans les cadres des cités éducatives. Alors du Lala est une association qui a été créée par moi-même en 2009, euh, donc une association qui a plus de 16 ans désormais. Et c'est une association qui s'occupe de plurilinguisme, du Lala d'ailleurs, et l'acronyme de d'une langue à l'autre. Donc un travail de lien, de passerelle entre les langues et entre les locuteurs de plusieurs langues. Donc le constat est simple. Dans le monde, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui est plurilingue. On pense à des pays comme l'Afrique, comme l'Amérique aussi du Sud, mais également l'Inde, par exemple, et plein de pays en Asie où il est courant de grandir et parler plusieurs langues. On peut aller dans la diapositive suivante, celle sur les constats pour mieux visualiser les choses. Voilà, merci. Donc, le plurilinguisme dans le monde, 7000 langues, nous dit l'UNESCO, et puis la France aussi. Il faut savoir que c'est un pays plurilingue. Dans les faits, il y a environ 400 langues qui sont parlées. Alors, derrière le mot langue, il y a évidemment un système de communication, quel qu'il soit, qui permet donc à des personnes de rentrer en contact et discuter. Donc là-dedans, dans les mots langue, il y a également des dialectes, des patois, tout ça. Il y a un enfant sur 4, nous dit l'INSEE, qui grandit avec une autre langue que le français, selon l'INSEE. Donc, les structures éducatives, que ce soit les crèches, les écoles, les centres de loisirs, sont plurilingues. Et notre vision est que le multilinguisme de notre société puisse être un levier pour construire une société plus unie dans sa diversité, une société avec plus d'égalité des chances entre les enfants. On sait qu'aujourd'hui, il y a des langues qui s'évalent plus que d'autres dans les représentations. Évidemment que c'est plus encouragé, c'est plus valorisant de parler anglais ou allemand que Bambara ou Soninké. Donc, il y a une véritable hiérarchie entre les langues et c'est ça qu'on essaye de lutter pour favoriser l'égalité et aussi lutter contre les discriminations. Alors, on a 3 axes principaux. La conception des ressources pour favoriser une éducation plurilingue et multiculturelle. On accompagne en forme des professionnels du terrain, que ce soit des professionnels de la petite enfance ou des enseignants ou encore des professionnels du livre, accueillir, mettre en place une hospitalité langagère. Et puis, évidemment, un dernier axe qui permet de capitaliser et disséminer les bonnes pratiques. Alors, je vous montre juste pour que ce soit un petit peu plus clair, un petit peu plus incarné, notre travail avec quelques ressources que nous avons développées, donc des albums jeunesse, comme des imagés plurilingues, des imagés autour des mots, dès l'enfant, ou alors les derniers albums, Ours, Chat, Morve Phoque et d'autres animaux venus d'ailleurs, pour jouer avec les noms des animaux. Petit ours brun, on a collaboration avec Bayard,
qui permet de mettre en scène l'histoire de Petit Ours Brun et sa rencontre avec Iselle, une petite fille d'origine roumaine qui vient d'arriver en France. Donc voilà, ça nous permet d'indiquer qu'il y a 80 000 enfants à peu près tous les ans nouvellement arrivés en France. Et à chaque fois qu'on représente, on va représenter ces histoires, on va le faire aussi à travers des albums jeunesse comme ceci, mais aussi avec des activités, des fiches pédagogiques pour travailler la diversité linguistique dans les histoires, dans les albums. L'album que je vous indiquais tout à l'heure est traduit dans une dizaine des langues différentes. D'autres outils pour favoriser la littératie précoce et puis la littératie multilingue, ce sont des kamishibai. Alors, on a lancé un concours en 2015 pour encourager les élèves, accompagnés de leurs éducateurs et éducatrices, à imaginer des histoires en français au format du kamishibai, des histoires dans lesquelles il faut qu'il y ait au moins 3 autres langues au statut varié en plus du français. Donc, ça va permettre finalement d'aller explorer la diversité linguistique en invitant les parents, les ATSEM et les enseignants à concevoir des histoires plurilingues. Des boîtes à histoires comme celle-ci, des boîtes dans lesquelles on va mettre en scène des histoires à travers des petits objets symboliques ou semi-figuratifs. Et ça, c'est très puissant parce que ça va permettre aux parents allophones ou ayant aussi une relation compliquée avec l'objet album de mettre en scène des histoires, raconter des histoires dans la langue de son choix. Et puis d'autres outils numériques comme lexilala.org, c'est un site dans lequel on a répertorié à peu près 800 langues de l'école, des langues clés de l'école, et qui sont traduites en 17 langues différentes avec l'audio et des dessins associés. Ça permet de favoriser la communication entre les enseignants et les parents dont le français n'est pas la langue première, et donc faciliter la communication. Et puis pour les parents, d'autres outils comme des affiches sur l'importance du plurilinguisme, la transmission familiale, de la langue familiale, pardon, et toutes ces affiches sont évidemment traduites dans un très grand nombre de langues et on les retrouve en téléchargement libre sur notre site internet dulala.fr. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les cités éducatives? On a la chance de travailler en collaboration avec l'ANCT, différentes cités éducatives de toute la France, avec une approche systémique, holistique. On s'adresse aux parents, aux professionnels et évidemment aussi aux enfants. Alors, pour démarrer notre travail, on organise des groupes de pilotage qui permettent de réunir autour de la table des personnes clés de la communauté, du territoire, afin qu'ils puissent porter avec nous le projet, le penser de manière adaptée et pour que ce projet puisse être repris et avoir plus de chances de se construire sur le temps long. Et puis, on démarre souvent avec une sensibilisation, une conférence à l'attention de tous les acteurs de la cité éducative, puis ensuite des temps d'accompagnement, de formation des acteurs, professionnels de la petite enfance, enseignants, professionnels de la médiathèque, de la bibliothèque, de la PMI, etc. Et puis des groupes de discussion avec les parents, et enfin des ateliers dans les structures éducatives qui souvent servent à renforcer la formation des éducateurs pour voir concrètement quelles sont les ressources pédagogiques qu'on peut mobiliser, activer dans les classes. Voilà, ça c'est, j'espère d'avoir été assez synthétique, avoir respecté les timings imposés. Je répondrai avec grand plaisir aux questions si vous en avez. Et je laisse la parole ensuite à la Cité éducative du Roubaix.
Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Gwendoline Duflo, chef de projet pour la cité éducative de Roubaix. Je coordonne une action qui est nommée SAS Parentalité pour les familles primo-arrivantes et allophones. On a commencé à travailler sur cette action à partir de 2023, en milieu d'année, avec des acteurs institutionnels notamment. Donc, on avait autour de la table des directeurs d'école, l'inspecteur de l'éducation nationale, on avait la ville et d'autres institutions pour échanger autour d'un enjeu fort, nous sur Roubaix, l'accompagnement de familles primo-arrivantes et allophones. Le constat était que beaucoup de directeurs remontaient le besoin d'avoir un appui, une personne ressource pour accompagner ces familles, car en fait, il y avait un défaut de communication déjà dans un premier temps entre l'éducation nationale et les familles nouvellement arrivées sur le territoire, mais aussi certains directeurs ont remonté le besoin de mieux orienter ces familles parce que souvent après 16h30, ils se retrouvaient à monter des dossiers avec les familles, à appeler telle personne pour lever certains freins qui avaient des conséquences sur l'épanouissement notamment de l'enfant à l'école. On a beaucoup travaillé sur ce projet et on a constitué un cahier des charges qu'on a diffusé fin 2023. À ce moment-là, on a créé un marché public. On a une enveloppe financière de 50 000 euros sur le projet. Et c'est l'ADEP qui a remporté ce marché public. Donc l'ADEP, c'est une association de développement de l'éducation permanente qui travaille notamment avec les familles primo-arrivantes et allophones. L'idée, c'était vraiment d'accompagner toutes les familles primo-arrivantes allophones de l'ensemble de nos écoles de Roubaix. Nous, on en a à Roubaix, on a 46 écoles qui sont situées en cité éducative, trois qui sont situées hors cité éducative, mais on a permis une dérogation et donc les trois écoles situées hors cité éducative, pardon, peuvent aussi bénéficier de l'action si les parents résident en quartier prioritaire de la ville. Donc ce sont des familles dont les enfants sont âgés de 3 à 11 ans. Et notre objectif est avant tout d'orienter ces familles vers les dispositifs adéquats et de lever tous les freins. Lorsqu'on a créé et diffusé ce marché public, on avait vraiment plusieurs objectifs qu'on essaie d'atteindre tous les jours. Favoriser l'inclusion scolaire et sociale des familles primo-arrivantes et allophones, déployer une toile de partenaires du territoire roubaisien. On sait que la ville est riche, il a fallu identifier les bons partenaires vers qui se tourner, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. Accompagner les familles dans leur démarche éducative, sociale et d'insertion, les orienter vers nos partenaires de terrain, renforcer avant tout aussi la communication entre l'école et les parents, ce qui était vraiment l'objectif majeur hein, quand on a écrit ce projet, c'était de fluidifier ces échanges entre la famille et l'école. Les sensibiliser au code et aux usages de l'école, de l'éducation nationale, prévenir les décrochages scolaires et favoriser l'inclusion sociale. Tout au long de l'année 2024, on s'est réunis tous les mois pour se coordonner et éviter de se substituer au droit commun qui était un réel enjeu puisque on a quand même des acteurs sociaux qui sont présents sur le terrain, comme les MNS. Et l'idée, c'était vraiment de ne pas faire doublon et de ne pas faire à la place d'eux. On a travaillé avec le département, avec toutes les associations qui s'impliquaient auprès de ces familles. Et pour ce faire aussi, on a identifié trois niveaux d'accompagnement.
On a trois types de niveaux. Donc le niveau 1, c'est la famille est autonome dans les démarches. Et donc là, le SAS, je ne l'ai pas dit, mais quand même c'est important. Le SAS via un conseiller en inclusion, car l'ADEP a décidé de mettre en marche un conseiller en inclusion. Le SAS se présente le fonctionnement de l'école, l'existence de l'offre éducative et son environnement proche. Et cet accueil est complété par un temps collectif sur diverses thématiques, la parentalité, la participation citoyenne, qui aura alors pour objectif d'ouvrir un espace de parole entre parents. Et lors aussi d'un temps collectif créé par l'association qui a été intitulé les Jeudis Kawa. Un autre niveau d'accompagnement, donc le niveau 2, la famille est peu autonome dans les démarches. Le SAS, outre la présentation générale, dresse un diagnostic de la situation pour accompagner la mise en œuvre des premières démarches et d'emblée actionner les orientations. Donc le SAS reste en veille et fait le point en cours d'année et peut réintervenir sur sollicitation de l'école ou de la famille. Et le niveau 3, la famille n'est pas du tout autonome et un accompagnement long est décliné. Donc voilà, donc on a trois types d'accompagnement. Un SAS parentalité par l'intermédiaire d'une conseillère en inclusion, puisque c'est une femme. Et en fait, le fonctionnement, c'est que dans un premier temps, donc on est bien sur l'école, le directeur d'école qui oriente la famille qui le reçoit, qui s'inscrit dans l'école, via une fiche orientation qui est envoyée à l'ADEP, donc directement à l'association. Pour aider le directeur, on a mis en place aussi des référents qui peuvent orienter via aussi c'est des acteurs de la cité éducative, comme nous on met en place des médiateurs à l'école, donc qui luttent contre l'absentéisme scolaire. Donc eux aussi peuvent orienter une famille. On a aussi les postes liaison famille école quartier qui sont au nombre de 10 à Roubaix, donc qui font le lien entre ben, la famille et le quartier, donc eux aussi peuvent orienter. Donc ces différents acteurs de la cité éducative, toujours sur validation du directeur d'école, peuvent orienter une famille vers l'ADEP. Ensuite, l'ADEP reçoit et donc enregistre la demande. Elle les contacte sous 2 jours, si je ne me trompe pas, et un entretien est mis en place pour vraiment s'entretenir avec la famille et mettre en place un diagnostic. Ensuite, il y a la phase de co-construction et de préconisation où l'accompagnement est imaginé donc sur mesure. Et ensuite, là, la conseillère suit la famille, l'accompagne et les oriente la famille en fonction ben, du niveau d'accompagnement et du nombre de freins à soulever. Et à chaque fois, on a quand même ce bilan avec la famille, que l'accompagnement soit long ou non, mais aussi avec le directeur d'école, même si ça reste un axe d'amélioration, pour toujours transmettre toutes les informations à l'école qui a orienté la famille. Donc, ce protocole d'intervention a été vraiment conçu pour garantir que chaque famille bénéficie d'un accompagnement efficace, adapté, qui est aligné sur ses besoins spécifiques. Donc, on a vraiment une collaboration étroite entre à la fois les familles, les écoles, les partenaires pour vraiment favoriser à la fois le bien-être de la famille, mais surtout aussi de l'enfant. Et donc, ces familles sont souvent orientées vers des besoins linguistiques. Donc, on les oriente vers des cours de langue pour les aider à surmonter la barrière de la langue, qui reste vraiment le frein majeur pour ces familles. On a aussi un soutien éducatif pour les enfants, donc les diriger vers des partenaires pour un soutien scolaire ou les aider à s'intégrer dans le système éducatif et, je le disais, éviter le décrochage, pardon, et l'absentéisme. On veut aussi qu'ils connaissent l'ensemble du système scolaire, donc les informer sur le fonctionnement, comme je le disais précédemment, pour favoriser leur engagement dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils aient accès aux services sociaux, santé et autres organismes institutionnels, donc orienter, et ça on fait que de le répéter, orienter et accompagner les familles dans l'accès aux services sociaux de santé, dans les systèmes administratifs tels que le CCS, le département, la CAF, la CPAM, etc.
Il y a aussi les encourager vers des activités plutôt citoyennes pour qu'ils puissent s'intégrer au sein de leur quartier, au sein de leur ville et renforcer les liens sociaux et ainsi développer leur sentiment d'appartenance. Et on a aussi un soutien psychologique, donc les orienter vers un conseiller pour qu'il les accompagne à gérer le stress lié à l'immigration ou à l'intégration dans un nouvel environnement. On a des orientations vers le droit, où une médiatrice sociale à l'ADEP est déjà présente aussi, qui vient en appui à l'accompagnement pour toutes les questions juridiques et administratives comme les démarches d'immigration et de logement. Donc voilà, c'est une action assez conséquente. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont organisées pendant ces 3 ans. On a mis en place énormément de COTEC, donc de comités techniques, de comités de pilotage aussi, avec la présence de la Troïka et d'autres institutions. Et donc, là, on a mis en place un nouveau projet pour autonomiser ses parents. On a mis en place une action en fin d'année, là, 2025, pour des ateliers français langue étrangère auprès des parents du SAS parentalité, car on s'est rendu compte que la conseillère en inclusion intervenait beaucoup pour des situations de traduction vers tous les partenaires. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers ces parents qui ne sont pas du tout autonomes et qui ne parlent pas le français, et ainsi qui puissent bénéficier d'ateliers français langue étrangère avec l'ADEP, et ainsi être orientés vers d'autres associations par la suite. Donc là, c'est une expérimentation sur l'année 25-26. Parce qu'aussi dans le cadre de la cité éducative et du Fonds social de l'écolier, on finance le DELF, donc le diplôme d'études de langue française, si je ne me trompe pas. Et donc l'idée aussi, c'est de les orienter vers à la fois le DELF et les dispositifs OEPRE. Et ce que j'ai pas dit, donc avec les institutions, c'est qu'on travaille énormément, bien entendu, aussi avec le CASNAV, pour qu'on soit réellement complémentaire avec eux. Je pense que je suis allée vite, mais j'espère que j'étais assez claire. Oui, très bien. Donc, nous allons passer aux questions-réponses. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'occuper de faire le relais des questions qui vous sont posées. Alors, il y a une première question pour la cité éducative de Roubaix. Alors déjà, il y a un premier commentaire de Manuel Pajot qui est un témoignage de l'action de Dulala sur le territoire. Euh, Première question pour la cité éducative de Roubaix. Quels enseignements tirez-vous de cette expérience et surtout quels conseils donneriez-vous à un autre territoire qui souhaiterait mettre en œuvre une expérience similaire? Autant sur les clés de réussite que les erreurs à ne pas reproduire. Alors, sur les erreurs, on va commencer par les erreurs. Peut-être vraiment prendre le temps de ficeler le cahier des charges. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir des réunions de travail, comme je l'ai dit, en 2023. Mais ce qui a été compliqué en 2024, c'est vraiment de faire comprendre au droit commun, que ce soit le département ou autre action, qu'on qu'on ne faisait pas la place d'eux, qu'on ne faisait pas à la place des travailleurs sociaux, et d'identifier chaque acteur du territoire, vraiment entamer un diagnostic pour permettre à l'association qui porte le projet d'orienter et de faire connaissance avec ces institutions. Après, nous, du coup, c'était dans le cadre d'un marché public aussi, donc il a fallu travailler avec l'association qui peut-être n'avait pas les clés et les contacts avec l'éducation nationale. Après, nous, on a beaucoup d'écoles, donc la communication a été assez difficile aussi, hein, pour montrer le dispositif, sachant que c'était une demande des écoles, mais comme on en a 49, il fallait travailler avec les cordeaux RED+, pour une meilleure communication. Donc d'établir réellement un diagnostic peut-être partenarial, et d'identifier les acteurs de droit commun qui ont une réelle plus-value
dans l'écothèque Écopile et qui seront acteurs auprès de nous, donc bien travailler avec eux. Sur les clés de la réussite, ben, on a quand même une cinquantaine de familles qui sont accompagnées. On a levé réellement des freins pour des familles qui ont des difficultés avec à la fois aussi ben, leur logement, avec des difficultés où des dossiers étaient coincés côté administratif. On a des familles qui se sentent plus impliquées aussi sur le territoire et il y a un réel impact sur l'enfant à l'école. Donc, c'est un dispositif qui est très apprécié tout de même des, de l'éducation nationale et des écoles qui en bénéficient. Donc, pour moi, la clé de la réussite, c'est ces familles qui se sentent mieux, en tout cas, sur Roubaix et sur notre territoire. Mais la difficulté, c'est vraiment l'articulation entre tous les acteurs parce que c'est ça qui est le plus compliqué au final. Euh, Je voudrais juste oui. compléter. Je rejoins complètement l'importance de l'articulation des acteurs, un dialogue vraiment co-construit pour la réussite des projets. Je pense qu'il y a aussi un facteur important qui est, quand on parle de plurilinguisme, de reconnaissance des capacités, des compétences, des langues de tout le monde et être vraiment, comme le dirait Pierre Perrier, les sociologues de l'Université des Rennes, il me semble, d'être vraiment dans une parité d'estime. Souvent, quand on s'adresse, quand on travaille avec des parents et des enfants allophones, on, on les regarde, on a un regard qui est un peu déficitaire dans le sens que il leur manque quelque chose. Ils sont en train d'apprendre la langue française. Et si on pense les projets comme des projets dans lesquels ils sont des experts, c'est des personnes qui ont des savoirs et qui arrivent à les partager pour la réussite de leurs enfants, mais aussi la réussite du projet éducatif, donc de façon très inclusive. Je pense qu'on modifie vraiment les regards, qu'on change ces regards et qu'on fait plus pour seulement les parents, mais qu'on fait avec les parents. Et là, on a des projets qui sont effectivement très réussis en termes d'éco-construction, d'éco-éducation, et qui peuvent s'inscrire sur les temps longs. Merci Anna. Et avant de vous poser une question qui est sur Dulala, je reprends le fil. Il y a deux questions pour la cité éducative de Roubaix. La première, c'est, vous l'avez déjà un peu mentionné, mais comment le projet de la ville de Roubaix s'articule avec l'EEPRE? Alors, Et- donc nous, on est en lien avec l'OEPRE parce qu'on a 3 collèges de réseau qui le portent. Donc, et en fait, dans le cadre de l'OEPRE, la cité éducative de Roubaix, par le biais du Fonds social de l'écolier, on finance le DELF, en fait. Et du coup, ça nous permet aussi de travailler avec le dispositif, sachant que depuis cette année 2000, donc en septembre, on a pu échanger avec les référents pour voir comment on pouvait, par exemple, sur un réseau, faire bénéficier des parents du SAS, donc garder peut-être 3-4 places pour des parents qui pourraient passer le DELF. Donc petit à petit, en fait vraiment dans notre cahier des charges, on l'avait déjà écrit, on l'avait inscrit l'orientation vers le dispositif. Et ensuite, on a vraiment travaillé avec le CASNAV, avec l'OEPRE pour voir comment sur chaque réseau on pouvait intégrer des parents. Après, là, je vous parle d'un réseau, un autre, j'ai moins de contacts, donc ça aussi, hein, ça reste une difficulté, un frein. Et là, j'ai la chance d'avoir quand même à mes côtés le CASNAV pour lever ce frein et permettre l'orientation de certaines familles vers ce dispositif. Deuxième question, l'offre de droit commun d'apprentissage du français est-il suffisant à Roubaix? Alors, de droit commun,
Je dirais qu'on a quand même une belle offre, hein. On a à la fois, enfin, aussi des associations actives. Je dirais que oui, parce que on peut orienter certaines familles. Là, on est plus, on va dire, on est entre guillemets un peu plus pauvre sur l'accompagnement des lycéens allophones. Et c'est aussi ce pourquoi on intervient via une prestation auprès des lycées pour accompagner. Pour mettre en place des ateliers FLE auprès de lycéens. Mais oui, on est quand même doté, on est quand même doté à Roubaix. On a la chance d'avoir différents dispositifs. Merci, Gwendoline. Anna, alors pourriez-vous nous éclairer sur les effets de vos actions que vous avez pu observer chez les enfants dans leur parcours, leur estime d'eux-mêmes? Oui, alors au niveau des impacts, nous avons pu travailler avec une agence indépendante, l'agence phare, pour comprendre les effets de nos actions, notamment sur le concours Kamishibai Plurilingue, qui se développe sur les temps longs, de septembre à mars dans les écoles. Et on a relevé 3 impacts majeurs. Alors, le premier impact relève de la reconnaissance, de la valorisation de la diversité linguistique dans la classe. Donc, il y a des langues d'origine, des langues d'héritage qui sont visibilisées et qui sont même normalisées. Donc, la diversité est normale, fait partie du quotidien des enfants. C'est quelque chose qui est reconnu. L'autre impact relève de l'amélioration sur les climats scolaires. Donc, plus de coopération, il y a des compétences psychosociales qui sont davantage travaillées lorsqu'on travaille sur la visibilisation et la normalisation de la diversité linguistique. Voilà, on a une curiosité plus importante, une tolérance, une coopération lorsqu'il s'agit de ressources, de projets pédagogiques, comme par exemple le Kamishibai plurilingue ou des boîtes histoires, etc. Et enfin, c'est la relation avec les familles, les parents, qui est améliorée. En fait, quand la maîtresse, l'enseignant, l'enseignante euh, va prononcer même maladroitement des mots, d'ailleurs, en langue étrangère, et ben en fait, il y a un message symbolique fort qui est adressé aux familles. J'ai envie d'explorer ces langues, les langues des élèves, ce sont des langues utiles pour la classe. Et même si je me trompe en prononçant quelques mots, euh, cette diversité est là. Et ça encourage aussi des parents à franchir les portes de la classe et à discuter, à venir aux réunions ou à des réunions des fins d'année. Parce que finalement, on décomplexe aussi la relation avec la langue française et la communication au sens large. Donc, il y a des parents qui se sentent autorisés à communiquer, même lorsque la maîtrise du français est en cours d'apprentissage et donc un peu faible. Très bien, merci beaucoup. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez aussi prendre la parole hein, directement si vous le souhaitez pour poser une question. Mais si ce n'est pas le cas, cela veut dire que vous avez répondu à toutes les questions et que vous avez assurément inspiré beaucoup de territoires ici présents pour porter des projets pour les enfants et pour leurs familles sur les enjeux plurilinguistiques. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci. Ah, attends. Merci. Ah non, c'est un merci. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup, Christine. Et merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce Parlons-en. Nous en organiserons de nouveau, un par mois, à partir de janvier. Très bien. Merci. Merci Bonne à semaine à vous. toutes et à tous. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.